Salut. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur le cours de l'électricité, en particulier de l'électrostatique. On va parler sur la force électrostatique et le champ électrostatique. Alors, on considère que nous avons un ensemble de charges, Q1, Q2, Q3, jusqu'à Qn, qui exercent normalement sur une charge des forces. Voilà donc l'expression de la force exercée par ce charge Q1, Q2, Q3 jusqu'à Qn sur la charge Q. Donc dans ce cas-là, cette charge Q, on l'appelle la charge test ou bien la charge source. Donc nous avons Fi est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q, QI sur R et au carré UI. Je répète, Fi est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 qui est une quantité constante à peu près égale 9 fois 10 à la puissance 9 dans le système des unités internationales. Q c'est la charge test et QI c'est bien sûr c'est la charge Q1 ou bien Q2 ou bien jusqu'à Qn sur R et au carré tel que RI représente la distance entre cette charge de test Q et la charge qui normalement exerce une force sur cette charge Q. UI, bien sûr, c'est un vecteur unitaire. Alors la résultante, si on veut déterminer, bien sûr, la charge totale exercée par ces charges sur la charge Q, bien sûr, on va faire la somme. Donc la somme de I est égale à 1 jusqu'à n de Fi. Et bien sûr, puisque cette charge Q, bien sûr, ne dépend pas de I, je peux la sortir de cette sommation. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Q sur 4 pi epsilon 0, la somme de QI sur R et au carré UI. Donc, pour bien comprendre, on va faire cet exemple-là. Alors, on suppose que nous avons Q1, Q3, Q2, de telle manière qu'on va considérer que Q2, c'est une charge test ou bien c'est une charge source, et bien sûr, Q1 et Q3 va appliquer une force sur Q2. Donc, je vais commencer tout d'abord par Q1. Donc, Q1, bien sûr, va exercer une force sur Q2. Donc, voilà la représentation de cette charge. Bien, normalement, de cette force, F1,2. De la même manière, Q3 va exercer une force sur Q2. Donc, voilà la représentation de cette force F3, 2. Et bien sûr, si on veut déterminer la force totale, donc, il suffit d'utiliser la propriété d'un parallélogramme. Donc, voilà F2. Donc, dans ce cas-là, F2 est égal à F3,2 plus F1,2. Pour simplifier les calculs ici, donc, ou bien cette représentation, nous avons considéré que Q1, Q2, Q3 soient normalement de la même nature. Donc, Q1, Q2, Q3 soient les trois positifs ou bien les trois négatifs. Alors maintenant, on va parler sur le champ électrostatique, champ électrique créé par des charges ponctuelles. Alors, considérons bien sûr une charge Q en un point P, et bien sûr, donc cette charge va générer un champ électrostatique ou un champ électrique au point M. Donc, plaçons en M une charge. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une charge ici, Q'. Donc, ici, nous avons deux charges Q et Q'. Et par conséquent, nous avons une force. Nous avons une force électrostatique. Donc, cette charge Q' elle est soumise à une force F, telle que F, qu'est-ce qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des deux charges Q et Q' divisé par R au carré, la distance qui sépare entre les deux points P et M. Et attention, fois U. Donc, le vecteur unitaire U. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je peux écrire cette quantité-là sous cette forme Q' fois E. Q' fois E. Q' fois E. De telle manière que le champ électrostatique, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 sur 4 pi epsilon 0. Q sur R au carré U. Mais quel Q? Donc, lorsqu'on parle sur le champ électrostatique, c'est-à-dire on travaille avec la charge qui génère un champ électrostatique, un champ électrique. Donc, voilà le champ électrique au point M. Est égal à E, 1 sur 4 pi epsilon 0. Q sur R au carré, la distance qui sépare entre les deux entre le point P et M scalaire U. Alors, une particularité très importante, c'est que nous avons une charge positive Q, alors O, UE, le champ UI sont orientés dans
sont orientés vers le même sens. Donc voilà. Donc si nous avons E dans ce cas-là, alors U, donc par conséquent, voilà E. Voilà E. Donc voilà le champ électrostatique E. Par contre, si nous avons une charge négative, donc E et U ayant deux sens inverses. Par conséquent, si on veut présenter le champ, donc voilà le champ. Voilà, 2 points M vers Q. Voilà. Donc attention au niveau de la charge. Si nous avons une charge positive, donc le champ électrostatique et le vecteur unitaire ayant le même sens. Par contre, si nous avons une charge négative, donc le champ électrostatique et le vecteur unitaire ayant deux sens inverses. Maintenant, si on travaille, bien sûr, on veut déterminer le champ électrique créé par une distribution de charge, comme nous avons vu dans la première partie. Nous avons dit que nous avons trois distributions de charge continues, donc distribution de charge linéique, surfacique et bien sûr volumique. Donc je vais commencer tout d'abord par distribution de charge linéique. Alors considérons par exemple un fil ou bien une ligne bien sûr chargée par une densité de charge lambda. Donc comment on fait pour déterminer l'expression dans ce cas-là d'un champ électrostatique élémentaire? Alors dans ce cas-là, on parle sur un champ électrostatique élémentaire. Alors D de E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, normalement ici D de Q, puisque, toujours je répète, nous avons E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, fois Q sur R au carré, scalaire U. Mais ici, on travaille avec un champ électrostatique élémentaire. Donc, D de I est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, D de Q sur R au carré. Et, or, lambda, comme nous avons vu dans la première partie, est égal à D de Q sur D de L. Donc, cela montre que D de Q est égal à lambda dL. Je vais remplacer D de Q par lambda D de L scalaire I. Alors, si on veut déterminer le champ électrostatique en tout point de l'espace M, alors voilà. Donc E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de lambda dL sur R au carré scalaire U. Et bien sûr, si nous avons une densité de charge linéaire constante, ou bien une densité ou bien un système chargé uniformément, alors lambda est égal à une constante. Donc dans ce cas-là, je peux la sortir de l'intégrale. Donc, on va parler sur une distribution de charge surfacique. Alors, bien sûr, si nous avons donc de la même manière, D de U est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, D de Q sur R au carré U. Or, D de Q, bien, si nous avons une densité, un système surfacique, alors on définit la densité surfacique sigma par D de Q sur ds, ce qui nous donne que D de Q est égal à sigma ds. Voilà. Bien sûr, si on veut déterminer le champ en deux points de l'espace, donc E est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale sur la surface de sigma ds sur R au carré U. Une remarque très importante. Alors, si nous avons une densité de charge constante, donc je peux sortir sigma de l'intégrale, et qu'est-ce qu'il me reste? Sigma sur 4 pi epsilon 0, double l'intégrale sur la surface de ds sur R au carré scalaire U. De la même manière, si nous avons une distribution de charge volumique, alors dans ce cas-là, le champ électrostatique de la même manière, 1 sur 4 pi epsilon 0, triple l'intégrale sur le volume ρ dv, attention, ρ dv sur R au carré scalaire U. Et bien sûr, si nous avons ρ est égal à une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Maintenant, on va faire un exercice d'application pour bien comprendre. Alors, je vais lire tout d'abord l'énoncé. Alors, si on considère que nous avons, bien sûr, une charge électrique plus qui est distribuée uniformément, voilà, uniformément sur un segment de longueur 2A porté par l'axe OY. Donc, la première question, quelle est la densité linéaire de la charge lambda? Quelle est l'expression de la force F exercée par cette charge? Voilà, par cette charge qui existe au niveau de ce segment-là, sur une charge ponctuelle qui prime, placée sur l'axe OX à l'abscisse X. Troisième question, quelle est l'expression de FC à tend vers l'infini de telle manière que lambda, bien sûr, est égale constante? Bien sûr, on va faire une application numérique. Alors, on commence tout d'abord par la première question.
quelle est la densité linéique de la charge lambda. Puisque nous avons ici un segment, c'est-à-dire on va travailler avec une densité de charge linéique lambda. Bien sûr, par définition, voilà. Donc tout d'abord, nous avons dit, d'après le cours, que lambda est égal à d de q sur d de l. Et bien sûr, dans ce cas-là, on va travailler avec dy. Voilà, donc d de l, normalement, c'est une variation élémentaire selon y. Et par conséquent, on va considérer dy. Et bien sûr, lambda est égal à d de q sur d de y, ce qui nous donne directement que lambda est égal à q, la charge totale, divisé par 2A. Deuxième question, quelle est l'expression de la force F exercée par cette charge sur une charge ponctuelle Q' placée sur l'axe OX? Donc voilà, alors soit un segment de longueur dy, voilà, d de y, portant bien sûr, voilà la charge totale Q, voilà, existe entre moins A et A. Et bien sûr, pour résoudre ce problème, on va considérer une variation élémentaire de d de y. Donc, dans cet élément d de y, nous avons une charge élémentaire aussi, d de q placée en q, placée en p, pardon, placée en p. Alors cet élément dy crée une force élémentaire df en n tel que. Alors voilà, par exemple, si je considère ici une charge élémentaire d de q, donc cette charge va générer ici, au point 1, bien sûr, où nous avons la charge Q', normalement une force électrostatique élémentaire notée d de F1. Voilà. Donc d de F1. Donc, tel que d de F1, bien d de F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Ici Q', voilà, Q' c'est la charge source ou bien la charge test, fois normalement Q' d de Q. Voilà, Q' d de Q. Okay. Sur la distance qui sépare entre les deux, R au carré, fois UP1, le vecteur unitaire UP1. Donc voilà, le vecteur unitaire UP1. Or, tout plan contenant l'axe OX, ici, c'est un plan de symétrie pour la distribution de charge. C'est-à-dire tout plan contenant l'axe OX, normalement, coupe ce système en deux parties identiques. Et par conséquent, donc, la force électrostatique totale doit être portée par l'axe OX. Donc, d'une manière générale, d de F1, si on veut déterminer l'expression de d de F1, donc elle a une composante sur X, et de même, elle a une composante sur Y. Or, nous avons dit que tout plan contenant l'axe OX est un plan de symétrie, et par conséquent, donc d de F1 doit être porté par juste par voilà l'axe OX. Et par conséquent, donc voilà, si on va faire la projection sur l'axe OX, ça nous donne voilà cette partie-là qui est normalement cosinus. Voilà, je considère ici θ, voilà θ, voilà θ. Donc de la même manière, nous avons ici θ, et par conséquent, donc d de F total est égal à d de F, voilà, c'est d de F cosinus de θ. En raison toujours de la symétrie. Donc voilà, d de F est égal à 1 sur 4 pi epsilon Q' d de Q sur R au carré cosinus θ. Je répète pourquoi nous avons dit cosinus θ, parce que la force totale doit être portée par l'axe OX. Pourquoi? Parce que l'axe OX c'est un axe de symétrie pour la distribution de charge. Donc voilà, et on termine les calculs. Donc voilà, nous avons dit que ce système est chargé uniformément, par conséquent, donc lambda est égal à une constante, qui prime de la même manière 4 sur epsilon 0, donc qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de d de y sur R au carré cosinus de θ. On termine, donc on a toujours θ. Donc ici nous avons d de y R au carré cosinus θ. Donc pour résoudre cette intégrale-là, il faut trouver la relation qui existe entre y, r et θ. Alors on commence tout d'abord par tangente θ.
Donc, tangente θ, si on considère, voilà, tangente θ, c'est par définition, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est le côté opposé, c'est y, voilà, ici, y sur le côté adjacent qui est x. Par conséquent, donc, si nous avons tangente θ est égal à y sur x, par définition, c'est la dérivée de tangente θ, ça nous donne dθ sur cosinus au carré θ, et la dérivée de y, ça nous donne d de y. Par contre, x, c'est une distance normalement constante, c'est une distance donnée. Et donc, je peux déduire que d de y, à partir de cette relation, d de y est égal à x sur cosinus carré θ, dθ. D'autre part, on calcule le cosinus de θ. Alors, cosinus de θ, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire x sur r. Voilà. Donc, cosinus θ sur x sur r, ce qui nous donne que r est égal à x sur cosinus de θ. Et finalement, on va remplacer. Alors, f est égal à lambda cube prime sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de 1 sur r au carré. Qu'est-ce qu'il nous reste? dy, d de y, nous avons montré qui est égal à x sur cosinus carré θ, dθ. Et nous avons ici cosinus de θ. Donc, lambda cube prime sur 4 pi epsilon 0. Alors, donc ici nous avons, bien sûr, on va remplacer l'expression de r. Voilà, ici on va remplacer l'expression de r par x sur cosinus θ. Voilà ce qui nous donne x au carré sur cosinus au carré et θ. Et par simplification, on trouve que lambda cube prime sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de cosinus θ sur x dθ, bien sûr ici c'est θ qui est normalement variable, bien sûr quand x c'est une valeur, c'est une distance connue, donc par conséquent je peux la sortir de l'intégrale, donc lambda cube prime sur 4 pi epsilon 0, x, l'intégrale de cosinus θ dθ entre normalement, alors donc voilà, la charge existe entre moins 1 et 1. Par conséquent, donc entre moins θ0 plus θ0. Donc θ doit être varié. Donc ce θ là va être varié entre moins θ0 jusqu'à θ0. Donc par simple calcul, alors on sait très bien que l'intégrale de cosinus ça nous donne moins sinus. Et bien sûr, on va remplacer. On va trouver directement lambda k' sur 2 pi epsilon 0 sinus de θ0 sur x. Finalement, si on considère que a tend vers l'infini, alors c'est quoi a tend vers l'infini? Si on considère que a tend vers l'infini, c'est-à-dire aller vers l'infini, donc θ à peu près tend vers pi sur 2. Voilà, donc θ tend vers pi sur 2. Et bien sûr, sinus pi sur 2 directement, sinus pi sur 2, ça nous donne 1. Finalement, la force électrostatique lambda est égale à lambda q' sur 2 pi epsilon 0 x.